Bienvenue sur l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Ici, nous parlons d'élégance personnelle, relationnelle et intellectuelle. Je suis Margot et dans mes émissions, je mets à votre disposition des leviers de compréhension, des instruments de réflexion et des techniques d'optimisation personnelle pour naviguer dans le quotidien avec cette unique et précieuse personnalité qui est la vôtre. On nous a toujours dit que la procrastination était un défaut, une faiblesse, quelque chose à corriger absolument. Mais si c'était bien plus que ça? Si c'était un langage, une stratégie, voire un outil de discernement? Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment la procrastination peut être une ennemie ou une alliée insoupçonnée. Bien entendu, il ne s'agit pas de justifier l'inaction. Il s'agit de comprendre comment attendre est une force et quand c'est un piège. Parce que pour ceux qui voient le monde avec intensité, qui cherchent du sens dans chaque action, la procrastination n'est jamais anodine. Elle est souvent le symptôme d'un système qui ne nous convient pas ou au contraire, le signe qu'on écoute une intuition profonde. Alors comment faire la différence? Comment transformer cette tendance en un véritable atout? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On a tous vécu ça. Une tâche qu'on reporte sans cesse, une décision qu'on évite, une action qu'on remettra à demain. Et demain ne vient jamais. On se sent coupable, on s'en veut et on finit par se dire qu'on est paresseux, désorganisé ou pire, incapable. Mais si on creuse un peu, on se rend compte que la procrastination n'est pas un hasard. Elle s'inscrit dans un système avec ses règles, ses croyances et ses dynamiques. Et ces dynamiques invisibles, bien sûr. Un peu comme tout, en fait. Par exemple, vous avez un projet qui vous tient à cœur, mais vous n'arrivez pas à vous mettre au boulot. Vous vous dites que c'est de la paresse, alors qu'en réalité, votre cerveau vous envoie un vrai signal. Peut-être que dans votre environnement, l'effort n'est pas reconnu à sa juste valeur. Peut-être que vous avez appris quelque part que ce que vous faites ne sera jamais assez bien. Ou peut-être que cette tâche-là, justement, elle n'a pas de sens pour vous. La procrastination toxique, c'est souvent le signe qu'on est en décalage avec ce qu'on nous demande. On nous a répété qu'il fallait agir vite, être productif, montrer des résultats. Mais pour ceux qui fonctionnent avec une sensibilité aiguë, qui ont besoin de comprendre le pourquoi avant le comment, je lève haut la main, eh bien cette pression est contre-productive. Elle crée une résistance intérieure, une forme de sabotage, une vraie force en fait qui nous dit non, en fait tu vas pas y aller, tu vois. Et puis, il y a aussi les schémas de pensée qui nous piègent. En mode, si je fais pas ça maintenant, je suis nulle. Je dois tout contrôler. La procrastination est un défaut, blablabla. Ces croyances-là, on les a souvent intériorisées sans même s'en rendre compte, évidemment. Elles viennent de notre éducation, comme d'habitude, de notre entourage et même, bien entendu, de la société. Le problème, c'est qu'elles nous empêchent de voir la réalité. Parfois, on ne procrastine pas par paresse, mais parce qu'on est en train de se protéger. Parce que quelque chose, dans la tâche ou dans le contexte, ne nous convient pas. Et ça, cette procrastination-là, c'est quelque chose qui est très... qui est très présent chez les gens qui ont une forte intuition, en fait. Et c'est pas bien ou pas bien, hein, c'est juste une caractéristique. Comme un écrivain qui reporte sans cesse l'écriture de son livre. Est-ce que c'est vraiment de la paresse ? Ou est-ce que c'est son inconscient qui lui dit que le moment n'est pas venu, que l'idée, elle a encore besoin de mûrir? Ou pire, parfois, est-ce que c'est son environnement qui lui envoie le message que son travail ne sera jamais à la hauteur? Tout ça, on ne se le dit pas assez, et on ne se pose même pas la question. On n'a pas le temps de se poser la question de toute façon, on est trop occupé à s'auto-flageller, si vous voyez ce que je veux dire. Mais dans ce cas précis, quand l'inconscient envoie des messages pour dire que ce n'est pas le bon moment, que l'idée a besoin de mûrir, etc., cette procrastination-là, dans ce cas-là, ce n'est pas un défaut, c'est un symptôme. Un symptôme d'un système qui nous correspond pas, en fait. C'est d'une tâche qui n'a pas encore trouvé sa place dans notre vie. C'est tout, c'est juste ça. Juste entre guillemets, il faut le savoir. Je sais à qui je m'adresse en parlant comme ça. Je m'adresse à ceux qui culpabilisent, pas aux feignants. Un vrai feignant, il culpabilise pas de toute façon. Donc,
C'est pas évident de discerner correctement tout ça, et pourtant c'est la condition sine qua non pour utiliser la procrastination à bon escient. Comme de toute façon, on ne peut pas l'éliminer, parce qu'en fait elle est une composante essentielle à notre vie, et qu'elle se pointe constamment, donc on ne peut pas l'éliminer. Pourquoi ça ne marche pas ? On essaie de soigner cette procrastination, de l'éliminer, de la soigner. Donc on fixe des deadlines, on utilise des applications de productivité, on recherche des hacks de productivité, on se motive avec des récompenses, etc., etc. Mais plus on lutte, plus la résistance grandit. Pourquoi ? Parce qu'on attaque le symptôme et pas la cause, en fait, comme d'habitude. C'est là qu'interviennent les paradoxes de la procrastination. Par exemple, pour arrêter de procrastiner, il faut procrastiner sur la réflexion de ce qu'il faut faire. En d'autres termes, pour agir vite, il faut réfléchir sur la meilleure manière de le faire, mais le temps de la réflexion nous fait repousser le fait d'agir. Vous voyez le paradoxe ? Ou encore, plus une tâche est importante, plus on la reporte parce que l'enjeu est trop grand. Ça aussi, c'est un autre paradoxe. Et forcément, on va se retrouver dans une boucle. Plus on essaie de forcer l'action, plus on se braque. Et plus on se braque, plus on se sent coupable. C'est un cercle vicieux, en fait. Les solutions classiques, donc les to-do list, les rappels, les méthodes de gestion du temps, ça marche pas parce que ça prend pas en compte la racine du problème. Ça, c'est super pour les gens qui savent déjà s'organiser, j'ai envie de dire, parce que ça les rend plus rapides et plus efficaces. Mais ça va pas résoudre des problèmes de procrastination, si vous voulez. Et ça marche pas parce que ça part du principe que la procrastination est un manque de volonté. Mais c'est pas ça. La procrastination, dans ce cas, c'est souvent une réaction intelligente à un environnement dysfonctionnel. Vous commencez à comprendre ma manière de voir les choses. Un autre exemple. Vous avez une tâche administrative. Alors ça, une tâche administrative que vous reportez depuis des semaines. Vous essayez de vous forcer, mais rien n'y fait. Oui, mais le vrai problème, ce n'est pas la tâche en elle-même. C'est le fait qu'elle nous semble inutile ou qu'elle nous rappelle une obligation qui ne nous correspond pas, en fait. Attention, je pèse mes mots quand je dis « correspond pas ». Bien sûr qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie, etc. Mais là, je ne parle pas de ça, en fait. C'est quelque chose, dans le fond du truc, ça nous semble vraiment inutile. Dans ce cas-là, aucune technique de productivité ne fonctionnera. Il faut d'abord comprendre pourquoi cette tâche résiste. Vous comprenez pourquoi ça ne fonctionne pas, les to-do list et compagnie, là ? Ça fonctionne très bien dans un contexte, mais dans celui dont on parle aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Et c'est là que les mauvaises façons de changer entrent en jeu. Donc se culpabiliser, se forcer, tout ça. Et donc finalement se dégoûter de ce qu'on a à faire. Et puis bien sûr, par-dessus le marché, se mettre en colère contre le monde entier. Tout ça, ça fait qu'aggraver les choses, évidemment, parce que la procrastination toxique, c'est souvent le signe qu'on a besoin d'une pause, en fait, qu'on a besoin de réflexion ou simplement juste d'un changement de perspective. Alors, comment faire la différence entre une procrastination qui nous sert et une procrastination qui nous dessert ? La procrastination saine, c'est quand on choisit consciemment de reporter une action parce qu'on sait que ce n'est pas le bon moment. C'est une stratégie, ce n'est pas une fuite. Et dans ce cas-là, on se sent calme, confiant, limite excité parce qu'on sait qu'on agit pour une bonne raison. À l'inverse, la procrastination toxique, c'est plutôt marqué par l'anxiété, par la culpabilité, par un sentiment d'impuissance. On ne choisit pas, en fait, de reporter. On subit l'attente. C'est plutôt ça. Prenons 2 déclinaisons d'une même situation. L'écriture d'un article. Vous reportez l'écriture d'un article parce que vous sentez que votre idée a besoin de temps pour se structurer. Vous utilisez ce temps pour lire, pour réfléchir, ou simplement pour laisser votre inconscient travailler. Ça, c'est de la saine procrastination. Ça, c'est OK et tout va bien. Et c'est vers cette procrastination-là qu'il faudrait aller. Ou alors, vous reportez l'écriture du même article parce qu'en fait, vous avez peur qu'il ne soit pas assez bon. Ou parce que vous ne savez pas par où commencer, tout simplement. Ça, c'est de la procrastination toxique. Dans le premier cas, vous êtes en contrôle. Dans le second, c'est l'anxiété qui prend les rênes. C'est très différent. La clé, c'est de comprendre que la procrastination peut être un outil de discernement. C'est comme ça qu'il faut se servir de la procrastination. C'est un outil de discernement. Elle nous permet de filtrer ce qui est vraiment important
Elle nous permet de laisser mûrir nos idées et d'agir au bon moment. Pour ceux qui ont une personnalité intuitive et sensible, cette capacité-là à attendre, elle est précieuse. Elle permet d'éviter les actions impulsives. Elle permet de prendre des décisions plus alignées avec nos valeurs, en fait, et de créer quelque chose de vraiment significatif. Comment transformer une procrastination toxique en quelque chose de constructif ? La clé, c'est de cesser de se battre contre soi-même et d'aller chercher la racine du problème. Voici comment faire, pas à pas. D'abord, observez sans juger. Au lieu de vous dire que vous êtes nul parce que vous reportez, demandez-vous plutôt qu'est-ce que cette procrastination essaie de vous dire. Est-ce que vous avez une peur de l'échec qui traîne quelque part ? Est-ce que c'est un manque de sens dans la tâche ? Est-ce que c'est un environnement qui ne vous laisse pas le temps de respirer ? Parfois, la procrastination, c'est simplement un signal d'alarme, que cette tâche, elle n'a pas sa place ici et maintenant, ou que vous avez simplement besoin de clarifier vos priorités. Ensuite, exprimez des micro-changements, plutôt que des révolutions. Par exemple, au lieu de vous fixer à terminer, de vous fixer bien sûr, au lieu de vous forcer à terminer un projet en une seule fois, accordez-vous la permission de ne faire qu'une petite partie. Ou même de rien faire du tout, mais en conscience. Et si je reportais cette tâche de 24 heures juste pour voir ce qui se passe ? Rien que ça. Souvent, cette simple marge de manœuvre suffit à désamorcer la pression. J'arrive plus à parler, je suis désolée. Donc, premièrement, on observe sans juger. Je vais vraiment y arriver. Premièrement, on observe sans juger. Deuxièmement, on essaye d'expérimenter des micro-changements. Troisièmement, on recadre le problème. Au lieu de se dire qu'il faut absolument faire ça maintenant tout de suite, on essaye, ok, je vais faire ce truc-là, mais à quel moment et dans quelles conditions ? Ça redonne du pouvoir en fait. Et si le blocage persiste, demandez-vous, est-ce que cette tâche elle est vraiment importante pour vous ou est-ce que vous la faites par habitude, par peur ou pour répondre aux attentes des autres ? Ça réaligne aussi. Et enfin, la quatrième chose, c'est de modifier la dynamique et pas seulement le comportement. Pas que ça. Si vous reportez toujours les mêmes types de tâches, c'est peut-être que votre environnement ne les rend pas désirables ou réalisables. Négociez des deadlines plus réalistes, supprimez les distractions inutiles, trouvez un moyen de rendre la tâche plus alignée avec vos valeurs, diminuer les frictions, ce genre de choses. Par exemple, si vous évitez systématiquement les tâches administratives, demandez-vous comment est-ce que vous pouvez les intégrer à votre routine sans qu'elles vous semblent une corvée ? Et si, c'est aussi simple que ça parfois. Et en fait, il faut les associer à un moment agréable. Essayez de le faire, en tout cas, en les décomposant en étapes minuscules si nécessaire. Ou en les externalisant si c'est possible. Toutes ces choses-là. Tout ça, en fait, c'est vraiment on diminue toutes les frictions possibles et inimaginables, en fait. La procrastination toxique n'est pas un défaut de caractère, mais un déséquilibre entre ce qu'on vous demande et ce dont vous avez vraiment besoin. En écoutant ce signal, au lieu de le combattre, vous transformez un obstacle en information. Encore une fois, on fait que ça. On transforme les choses en information pour savoir quoi en faire derrière. En information précieuse. Et c'est comme ça qu'on passe de l'épuisement à l'action. Non pas par la force, mais par l'intelligence du système. Et la procrastination saine alors ? Celle-ci, il faut apprendre à la cultiver comme un outil de création et de discernement en fait. Parce que oui, attendre peut être une stratégie puissante, vraiment, à condition de le faire avec intention. Dans nos projets, elle peut servir de filtre à priorité. Est-ce que cette tâche mérite vraiment notre temps maintenant ? Ou est-ce que je peux l'aborder plus tard avec plus de clarté et donc de façon optimisée ? Dans nos relations, la procrastination saine, elle offre l'espace nécessaire pour répondre plutôt que réagir en fait. Répondre plutôt que réagir, c'est super important, pour choisir nos mots avec justesse. Et dans notre vie créative, elle est souvent un terreau d'inspiration. C'est ces moments où après avoir rien fait, entre guillemets, il y a une idée qui pop. Ça arrive comme une évidence. Alors, un petit truc, en plus, c'est de transformer cette procrastination en rituel limite, en fait. C'est planifier des temps d'attente plutôt que d'utiliser le mot rituel. C'est plutôt planifier des temps d'attente dans nos agendas.
Comme on réserve des plages pour le travail, en fait, c'est pareil. Utiliser ces moments-là pour nourrir notre esprit autrement. Donc marcher, lire, rêvasser, les transformer en quelque chose d'utile. Mais quand je dis utile, c'est pas utile à faire quelque chose. En fait, le mot utile, il est très, très mal utilisé. Enfin, j'espère que je me fais bien comprendre. Quand je dis utile, c'est pas pour produire quelque chose de tangible dans le sens dans lequel notre société l'interprète actuellement. Ça veut plutôt dire utile dans le sens où notre esprit, il a besoin de ce temps-là. Notre esprit a besoin de se ressourcer, il a besoin d'aller puiser dans ces choses qui sont plus grandes que nous. On a besoin de rêvasser, on a besoin de marcher, on a besoin de prendre l'air en fait. Vous voyez ? La procrastination saine, ce n'est pas l'absence d'action. C'est une action différée et plus intelligente. Ça nous rappelle que certaines choses ne peuvent pas être forcées. L'intuition ne peut pas être forcée. Les relations ne peuvent pas être forcées. Les œuvres ne peuvent pas être forcées. Comme ça, avec ça, on se donne la permission de travailler avec notre rythme, en fait. Avec notre rythme. Avec lui, plutôt que contre. Donc la prochaine fois que vous vous surprendrez à reporter quelque chose, avant de vous autoflageller, vous vous demandez « Et si c'était exactement ce dont ce projet avait besoin ?» Parce que parfois, le meilleur moyen d'avancer, c'est de savoir s'arrêter. J'espère que l'émission du jour vous a plu. Laissez-moi vos impressions en commentaire, je serai ravie de vous lire. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt!